Emmanuel Guillot, domaine Guillot-Brou. Donc moi je suis issu d'une famille vigneronne du côté des femmes, de mon arrière-grand-mère, de ma grand-mère qui était dans le monde du vin. Et donc le domaine Guillot-Brou, c'est une création de mon père, Brou étant ma mère. Donc ça fait 5 générations qu'on est dans le vin. Ça fait 3 générations qu'on est en bio, puisque mon grand-père va être le créateur enfin l'un des créateurs de l'agriculture biologique en 54. Voilà, mon père va ensuite quitter le domaine familial, partir à Brouilly, puis Meursault, et il revient en 78 pour créer Guillaume avec ma mère. Voilà, donc ça c'est un petit peu l'histoire rapide et condensée du domaine. Moi personnellement, j'ai été sommelier dans une première vie, tout d'abord à Paris en tant que caviste aux Galeries Lafayette avec Bruno Queugnoux, où j'ai appris la dégustation, et après à Londres, où je vais finir dans un étoilé Michelin. Donc ça c'est voilà, c'est presque 3 4 ans de ma vie. Et après, je suis rentré en 99, m'installer sur le domaine pour reprendre toute l'approche et la commercialisation et voilà, tout le domaine familial. Donc on était 3 frères à travailler ensemble, plus mes parents, ma belle-sœur. Donc c'était vraiment une entité familiale. Voilà, et aujourd'hui, on a 19 hectares, principalement dans les appellations Mâcon, Creusille. Et donc c'est le nord du Mâconnais, dans le triangle Tournu, Cluny, Mâcon, et vraiment le nord de l'appellation. Et aujourd'hui, depuis 2018, on a développé une partie négoce qui s'appelle Maison Guillaume. Et on a développé des partenariats, un partenariat très fort sur Pouilly-Fuissé, Saint-Véran, avec un seul domaine, avec qui on achète les raisins, et c'est nous qui vendangeons, et c'est nous qui vinifions. Et un autre petit partenariat dans le sud de la France, où on a été chercher sur la Clappe, des chardonnays et des pinots noirs pour faire des entrées de gamme, voilà, pour la partie maison. Alors parce que j'y étais né, c'est vraiment un héritage chez nous. Au départ, j'étais parti dans une autre idée puisque j'ai commencé par faire du théâtre. Après, je voulais faire du sport, je voulais être prof de kayak, rien à voir avec le vin. Et puis stage aux Galeries Lafayette, 320 par semaine. J'ai eu la chance de rencontrer tous les grands vignerons de l'époque dans les années 90. Didier Dagneau, les frères Foucault, faire des dîners avec les propriétaires de Krug, enfin voilà, tout l'univers du vin, etc. Ça m'a ouvert les yeux sur une autre vision, je dirais, moins paysanne du vin, et parce que nous, on était vraiment, enfin, le domaine familial. Enfin voilà, on avait le jardin, c'était vraiment une culture, on faisait du vin, on le vendait, mais finalement on restait dans notre microcosme local, très paysan et très campagne. Et en fait, voilà, quand on est jeune, on a un peu envie de s'échapper de tout ça. Et en fait, on y revient parce que finalement, c'est un équilibre qui est assez fabuleux. Alors nous, on a une longue histoire sur le sujet, puisque le grand-père, c'est en bio depuis 54. Mon père va rentrer en 78, comme je disais, et en fait, beaucoup de terroirs chez nous étaient abandonnés depuis le phylloxéra. On a la chance d'être sur des terroirs uniques et en termes d'histoire, puisqu'en fait, on est au cœur de l'abbaye de Cluny. Et en fait, Cluny était organisé avec ce qu'on appelait des doyennés, qui étaient des groupements, enfin des hameaux autour du vin. Et donc, là où on habite, on fait partie de ces doyennés. Et en fait, on a des terroirs qui étaient vraiment abandonnés depuis le phylloxéra. Donc en fait, on a replanté depuis 40 ans ces terroirs avec une idée de l'agriculture biologique, mais aussi des sélections massales et tout un travail. Donc on travaille sur les 3 cépages, Gamay, Chardonnay, Pinot. Donc l'agriculture biologique a toujours fait partie donc, de notre fonctionnement. Depuis 3 ans, transformation Déméter, donc biodynamie. Et voilà, où on va redévelopper l'agroforesterie. C'est un petit peu des mots à la mode, mais nous, on n'a jamais arraché les haies, on n'a jamais arraché nos buissons, on a toujours conservé nos murs. Donc on est dans cette continuité-là. Et là, on voudrait revenir avec le développement de légumes, avec voilà, retravailler en fait une autre approche plus agricole en fait.
revenir à l'essence de ça. Alors la date des vendanges, c'était une vieille histoire familiale puisqu'on travaillait 100 jours après la fleur de lys. Donc la fleur de lys s'ouvrait et 100 jours après, ça donnait la date des vendanges. Donc ça a fonctionné pendant presque 40 ans. Malheureusement, avec le réchauffement climatique, on a une accélération et en fait, on n'est plus sur des maturités type phénolique, mais on a les deux types de maturation. C'est-à-dire qu'on va avoir la phénolique sur certains millésimes, comme 21, où on va avoir ou 2017, où on va avoir des classiques. Donc là, nous, les 100 jours, la petite fleur de lys, ça fonctionne très bien. Par contre, sur des millésimes très très secs, on a une accélération de maturité qui se fait par déshydratation du raisin. Et donc du coup, en fait, on est plutôt à 90 jours que 100 jours. Et en fait, on a une accélération et donc on a une tendance à ramasser un peu plus tôt. Nous, on aime l'équilibre sucre-acide. Pour nous, un vin idéal, c'est 13 degrés d'alcool, c'est 5 d'acidité. Ça, c'est ce qu'on aime. Voilà. Après, on essaie de s'en rapprocher le plus possible chaque année. Pour les blancs, on a les blancs et les rouges. Pour les blancs, donc on vendange à la main. Donc tout est ramassé en caisse, pressurage pneumatique. On travaille vraiment donc sur là, on touche pas la matière. Et après, pas de débourbage, des élevages en fût, 12 mois d'élevage. Si on n'a pas de problématique de mauvaise réduction, on va garder 12 mois sans les toucher. Très peu de SO2, ça varie de 0, 1 ou 2 grammes de SO2, suivant 0 si on peut, 1 si on a une incertitude, notamment au niveau des acidités, etc. Et 2 si on a une problématique type oïdium, mildiou ou stress impliqué par une grêle voilà. Et donc en fait on fait ces 12 mois d'élevage, puis mise en masse, c'est-à-dire qu'on met en cuve pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6 mois, c'est-à-dire sédimentation naturelle du vin, pas de collage, pas de filtration. Ça, c'est pour les blancs. Pour les rouges, on varie de 0 à 100% en grappe entière. Exemple, 2021, 100% des raisins sont égrappés. C'est le premier millésime où toute la vendange a été égrappée parce qu'on était gelé, on avait de l'odium, du mildiou, on avait toutes voilà, tous les problématiques que peut avoir une vigne étaient concentrées sur 2021. Et voilà, donc là, on égrappe, on prend pas de risque, on enlève la rafle. On va même débourber les raisins, on va prendre que l'essentiel, c'est-à-dire vraiment prendre les jus. Après, pour les rouges, les gamay, c'est 100% de grappe entière. Et les pinots, on est plutôt à 70% de grappe entière, 30% d'égrappage. Toujours un peu plus dégrappé dans les pinots, parce qu'en fait, on a des grappes qui sont plus petites, et donc moins de jus, et donc plus de problématiques d'acétate en 100% de grappe entière à gérer. Et donc le jus nous permet de mieux gérer ces problématiques. Alors nous on travaille quasiment exclusivement en fût. Donc on travaille avec une seule tonnellerie de Mercuret depuis 15 ans. Choix des bois, origine des forêts, origine des brûlages. En fait on est un peu référent chez eux au niveau des brûlages sur les blancs. On a poussé le bouchon très loin et en fait aujourd'hui l'idée c'était de se dire on achète des très bons fûts qu'on va garder 10 ans. Et donc pour chaque cuvée, on va mettre un fût d'un vin, 2, 3, 4, 5, 10 vins. Et donc pour avoir le moins de boisé possible à la fin. Ensuite, c'est pour ça qu'on va faire des élevages en masse pour remarier l'ensemble de ces tonneaux. Et l'idée, c'est qu'un fût neuf, il est toujours trop boisé, il est trop ci, il est trop là. Et donc en fait, mais par contre, un bon fût neuf va donner un bon fût d'occasion. Donc la base, c'est pour ça qu'on achète neuf, pour avoir des bonnes qualités et surtout avoir un style maison qui nous appartient avec la sélection des bois, quoi. Alors le Clos de la Mollepierre, c'est une aventure voilà, qui est l'histoire d'une vie, hein. Mon père, même de 2 vies, puisque elle a commencé avec mon père. Mon père louait cette vigne avec à notre voisin et donc de 78 jusqu'en 2005-2006. Et un jour, il va traverser la cour pour décider de lui vendre ce terrain. Malheureusement, il ne va jamais le voir planter. Il a commencé le défrichage, il est décédé avant. Et en fait, ce clos était un clos qui appartenait à l'abbaye de Cluny. Donc 10e siècle, c'est 910 Cluny. Et en fait, on a des murs en pierre sèche qui font 1,50 m à 2 mètres de haut. On a 1,2 km de murs en pierre sèche.
Donc c'est vraiment c'est une citadelle, c'est impressionnant. Il y a 10 vies pour remonter les murs sur cette parcelle-là. Et en fait, on vient de finir de la replanter. Donc on a commencé en 2008. Et il y a aujourd'hui 3 hectares plantés qui sont enfin finis. Et par contre, pour mettre le nom du terroir sur l'étiquette, on attend que les vignes aient un minimum de 15 ans d'âge de vigne. Et avant, elles vont être déclassées dans les Mâcon Creusy ou les Mâcon Village. Et voilà, donc c'est aujourd'hui 100% chardonnay, donc avec des sélections massales, des plantations en haute densité, on a un peu plus de 10 000 pieds hectares, et des rendements qui varient entre 40 et 50 hectos au grand maximum sur ces terroirs-là. Alors la première bouteille ayant provoqué une émotion. Alors il y en a une qui est assez drôle, qui était un Lafleur Pétrus 89, et en fait je l'avais piqué dans la cave de mon père. Donc il n'y avait pas d'étiquette, mon père avait fait des échanges de vin avec le vigneron, et on avait bu ça honteusement avec mes copains, enfin je ne sais même pas si on était majeurs à l'époque. Et donc voilà, ça a été une première bouteille un peu rigolote, qui a surtout généré une énorme engueulade de mon père le jour où il a découvert qu'on lui avait piqué sa bouteille de 89. Et il s'était même vengé parce qu'il m'avait bu un 86 à moi alors que j'étais à Londres. Et quand il avait bu la bouteille, il m'avait appelé, il me dit ça c'est pour le 89. Ne jamais prendre de cuite. Voilà, je déteste être sous à plus pouvoir me déplacer. C'est une chose voilà, l'ivresse, jamais la saoulerie. C'est mon remède, je m'arrête avant. Et boire de l'eau, quand on boit beaucoup de vin, boire de l'eau régulièrement. Une bonne bouteille, c'est peu pour une soirée romantique. C'est quand même long, une soirée romantique. Alors, moi j'aime bien on appelle ça nous un peu les vins du soir, c'est-à-dire qu'on aime bien la digestibilité dans les vins. Si je vois avec ma femme, on veut ouvrir sur les vins du domaine, si on doit prendre une bouteille comme ça, ce sera la Miotte. C'est notre vin le plus élégant, le plus fin. Et sur un millésime frais, on n'ira pas sur un millésime bodybuildé. On va prendre un 2007, un 2008, des millésimes qui sont plus élégants. Et en fait, c'est un vin où on n'a pas besoin de manger et qui se suffit à lui-même. Première cuite, alors assez drôle. Enfin, c'est surtout la première fois où j'ai été malade. On avait piqué des bouteilles de Jeanlin à mon père et son paquet de gita de maïs. Et on avait fumé ça avec un copain et on était tellement malade. Mais je sais pas si c'était l'alcool ou les deux, ou le cumul des deux. Un vigneron modèle. Dans les vignerons, pour moi, c'était un petit peu une icône on a eu Bernard Michelot qui était à Meursault, parce que c'est l'origine un petit peu de l'essence du domaine. Toute notre connaissance en fait vient du domaine Michelot, et voilà, et on a gardé toujours un lien très familial avec eux, qui apporte les petites notes. Jamais satisfait. c'est toujours un peu la recherche de permanente, notamment dans le vin, quoi. Quelle est la meilleure bouteille que vous avez vue? J'aime toujours dire la suivante. Voilà, un peu trop parfois dans le vin, dans l'esthétisme du vin, oui, ça c'est clair. Une bouteille qui m'est passée entre les mains et qui m'a énormément frustré, un Magnum de Conti de la Romanée de 1945, qui était le pré-phylloxérique. Voilà, c'est des vins qui n'existent plus. Alors après, on dit c'est toujours les vins de la fin du monde. Mais nous, on fait des repas, on appelle ça les repas de la fin du monde. C'est-à-dire que chacun amène des bouteilles qu'on ne boirait jamais. Je pense que la fin du monde, il faut que ça soit demain dans une cave pour ne pas les laisser. J'aime mieux trop tôt que trop tard pour une bouteille. Alors moi, j'aime beaucoup. Alors, pour la célébrité, plus facile pour moi. En fait, je trouve souvent les musiciens, qu'ils soient classiques ou jazz, enfin les deux, je navigue dans ces deux univers, et je trouve que le musicien de jazz ou de classique, en fait, c'est un petit peu comme le vigneron, c'est une capacité à être un créateur d'émotions.
Et donc en fait, ils ont une lecture émotionnelle de ce qu'ils font et de ce qu'ils produisent, comme nous on peut l'avoir. Et généralement, enfin moi j'ai fait des dégustations avec le pianiste de l'Opéra de Paris, j'ai fait des dégustations avec des immenses jazzman dessus. Et en fait, et à chaque fois, on a cette connexion, non pas sur une liberté émotionnelle. Et ça, c'est voilà, ça c'est quelque chose qui est assez fabuleux. Madère. Madère, c'est un endroit incroyable. Enfin, j'ai écrit une bande dessinée sur Madère. C'est un lieu historique sur le vin. C'est un lieu très accueillant. À la fois austère. Enfin voilà, c'est un endroit magique très proche de chez nous.